Nous voilà partis vers les Canaries, à l'île de Tenerife qui est la plus grande île de l'archipel. En plein cœur de l'océan Atlantique, Tenerife est une île qui constitue un coin paradisiaque dont le climat est modéré pendant toutes les saisons. Situé à 1000 km de la péninsule ibérique, ce site canarien se trouve à 200 km de la côte africaine de Mauritanie, dans sa partie la plus proche. Les Canariens disent que leur île ressemble à un canard et que Puerto de la Cruz est niché sur son dos. Nous voici arrivés à Puerto de la Cruz à l'appart-hôtel Alta. Après reconnaissance de notre habitat, nous marquons notre arrivée par un petit apéro sur le balcon. Ce matin, nous partons à l'assaut de cette ville côtière. Le temps est magnifique, il fait déjà très bon. Il faut dire que Puerto de la Cruz est la station balnéaire la plus connue de la partie nord de l'île. Avec son allure de village, elle se distingue par un charme particulier très différent d'une métropole européenne. En déambulant dans Cervelle, nous découvrons une belle palette de couleurs. Cette petite ville affiche fièrement ses immeubles bas et ses sentiers escarpés. Ses petites boutiques et ses commerces vous dévoilent un patrimoine artisanal, riche, varié, mais surtout authentique. Levée entre mer et montagne, l'île est à découvrir en toute saison, car il y a très peu d'écart de température entre l'été et l'hiver. À l'origine, Puerto de la Cruz était le port de la ville La Oratava qui se situe à l'arrière-pays. En 1706, la ville de Garachico fut en partie ensevelie par la lave après une éruption volcanique. Puerto de la Cruz prit le relais et devint le port le plus important de la côte nord de l'île. Nous ne découvrirons pas tout de Puerto de la Cruz aujourd'hui, tant il y a de belles choses à voir, mais nous avons le temps. Tenerife, île espagnole, fait partie de l'archipel des Canaries dans l'océan Atlantique. D'est en ouest, les îles se sont constituées au fil du temps, s'échelonnant de 20 millions d'années pour Lanzarote et Fuerteventura jusqu'à 2 millions d'années pour La Palma et El Hierro. Les volcans constituant les îles se sont formés au fur et à mesure que la plaque africaine se déplace vers l'est. Revenons vers l'église Notre-Dame de la Peña de Francia. C'est l'église la plus importante de Puerto de la Cruz. Elle a été construite en 1697 grâce aux dons des paroissiens, agrandie plus tard en fonction de la collecte obtenue, de sorte que le clocher néogothique date, lui, de 1898. Tout à côté, l'église San Francisco se distingue par son architecture intérieure. Un ensemble rétable très coloré et surtout le magnifique plafond de bois sculpté en croisée, une merveille. Au sortir de l'église, nous plongeons sur la place de Charcot, un vrai havre de paix malgré les cris joyeux des enfants. Ces grands arbres sont des lauriers des Indes, rapportés de Cuba en 1852.
Nous rejoignons le bord de mer, surplombant une crique de l'ancien port, où se niche un restaurant presque au niveau des vagues. Devant l'ancien bâtiment des douanes, près du quai des pêcheurs, la statue de bronze rend hommage à la femme du pêcheur ou la vendeuse de poissons du sculpteur Julien Nieto. La maison des douanes, fondée en 1620, est adossée à la batterie de Santa Barbara située en face du traditionnel port de pêche. La forme de forteresse-balcon de la place de l'Europe, avec ses 6 canons du XVIIIe et XIXe siècle, placés contre le parapet, lui confère une apparence majestueuse. Face à cette place construite en bordure de mer en 1992, s'élève l'hôtel de ville qui se distingue par le blason de la ville ornant sa façade. Nous quittons le bord de mer pour prendre la direction de la colline afin de visiter le parc de Taoro. D'après le guide, il s'agit d'un ensemble de jardins et de promenades. La montée vers le parc, bien que relativement facile, est quand même assez longue et s'effectue sous les haies de bougainvilliers. Le jardin de Taoro se trouve sur la colline du même nom. Il dispose de 10 hectares de promenades, de fontaines, de belvédères, de cascades sous une végétation luxuriante. Voici un arbre remarquable. Il s'agit d'un ficus géant, témoin de la douceur du climat. Nous allons voir au centre du parc l'église anglicane qui a été construite en 1890 dans un style typiquement anglo-saxon. La raison de son existence est que c'est dans cette zone de la ville que se sont installés les Britanniques arrivés de Colombie. C'était donc leur lieu de culte qui fut construit avec l'argent donné par les visiteurs et les résidents étrangers britanniques de la ville. Revenons vers les jardins du parc qui forment la partie la plus verdoyante et la mieux conditionnée du parc. Un lieu idéal pour se promener et profiter d'agréables sentiers et escaliers entourés de palmiers, d'arbres fleuris et de plantes subtropicales. Au sommet de la falaise s'élève le grand hôtel de Taoro. Il était fréquenté par la bourgeoisie du monde entier. Il y hébergea des personnalités importantes, comme Agatha Christie, entre autres. Juste derrière l'hôtel, une immense terrasse plantée de palmiers offre un belvédère d'où l'on domine la ville de Puerto de la Cruz. De là, les jardins s'étagent entre escaliers, bassins, cascades, afin de regagner doucement, dans cette ambiance paradisiaque, le pied de la falaise au niveau de la ville.
Nous allons donc redescendre doucement à la recherche d'un bar car nous avons très soif. Encore une petite flânerie en bord de mer avant de rentrer pour la soirée. Demain, nous partons en excursion. Notre première étape se fera au village de Icod de Los Vinos. Sous l'œil vigilant du mont Teide, que nous verrons plus tard, se trouve l'un des plus curieux villages historiques de Tenerife. Nous avons vu hier un superbe ficus à Puerto de la Cruz. Mais là, c'est un ficus monstrueux, plein de noblesse, plein de respect pour cet arbre dont on ne connaît pas l'âge. Icod de Los Vinos, terre des Guanches et des conquistadors, est aujourd'hui célèbre pour ses rues pavées et ses petites places qui donnent sur des lieux emblématiques. Mais l'attrait principal du village est sans aucun doute le dragonnier millénaire, symbole végétal de l'île et incontournable lors de la visite de Tenerife. Que l'on soit touriste comme nous ou comme habitant de la région, tous sommes en admiration devant cette plante admirable. Le dragonnier n'est pas un arbre, mais une plante dont l'ensemble de son cœur est creux. La sève du dragonnier est rouge, d'où son nom légendaire assimilé au dragon buveur de sang. La prochaine étape de notre voyage, c'est Garachico. La ville de Garachico est un des endroits les plus connus de la côte nord. Très pittoresque, le village n'est pas très grand, mais il a su préserver ses bâtiments de style colonial dans un paysage verdoyant qui longe l'océan. Ce village mérite qu'on y revienne. Ce sera dans quelques jours. Nous reprenons la route en direction de Masca que nous visiterons tout à l'heure. Nous dominons cette immense vallée glaciaire qui est exploitée en espalier. Cette vallée, qui est sur la côte nord-ouest, bénéficie du soleil d'une part, mais surtout des embruns quotidiens qui se forment en fin de journée et apportent de la fraîcheur propice à une excellente végétation. Parler de Masca, c'est parler d'un des endroits les plus singuliers de Tenerife. Un site énigmatique, situé au nord-ouest de l'île, dont la beauté naturelle est particulièrement représentative du paysage canarien. Ce village a toujours été un coin retiré, caché et oublié, pratiquement inaccessible. Ce n'est qu'au milieu du siècle dernier que des routes ont été construites pour le relier au reste de l'île. Jusqu'alors, on ne pouvait l'atteindre qu'à dos d'âne ou à pied. Il y avait des sources d'eau naturelles, des élevages de chèvres et même une école. Aujourd'hui, le village compte environ 90 habitants. L'avantage de cet isolement géographique, c'est que le trajet en bus permet d'apprécier dès l'arrivée un paysage de toute beauté sur la vieille ville, majestueusement perchée au sommet de la montagne. Cette route sinueuse au bord du vide peut donner un peu le vertige, mais la splendide vue qui s'offre à nous depuis là-haut crée un contraste saisissant avec le ciel et la mer au loin. L'attraction principale du village de Masca, c'est la promenade, qui permet de le découvrir de l'intérieur, de se laisser porter par l'harmonie du paysage et ses caractéristiques parfois déroutantes.
La place du village est aussi un grand mirador. Ses vues sur le célèbre ravin de Masca, le pic Lakatana ou la montagne elle-même vaut la peine de s'arrêter pour contempler ce que nos yeux trouvent, car à Masca, nous sommes au milieu d'une nature sauvage aux formes impossibles. Le village est aussi connu pour être la porte d'entrée d'un paradis naturel. Les amateurs de sensations peuvent s'aventurer vers le célèbre Barranco afin d'apprécier la beauté des formations rocheuses, de la faune et des plantes endémiques menacées d'extinction. Cette randonnée, très prisée paraît-il, ne sera pas pour nous aujourd'hui. On peut aussi se demander comment le village a pu se trouver là, dans les sommets les plus inaccessibles de la belle île de Tenerife. Eh bien, Masca est né et a grandi. Le village est devenu un joyau naturel, unique et rare, toujours caché, mais de plus en plus visible. Nous quittons donc Masca avec, tout au fond, la silhouette de l'île de La Gomera. Il nous faut maintenant passer une barrière rocheuse, difficile d'accès surtout en autocar. C'est cette route récente qui a permis le désenclavement du village de Masca que nous venons de voir. D'après notre guide, nous avons encore une bonne trentaine de kilomètres avant d'arriver au pied du Teide. Passé la barrière rocheuse, nous allons traverser une zone de plateau totalement volcanique, aride, où la végétation est totalement absente. Il est l'heure de déjeuner et nous arrivons au restaurant Le Rancho. De sa terrasse, nous apercevons nettement au loin l'île de La Gomera. Petite flânerie en guise de digestion, et nous allons repartir vers le volcan El Teide. Le parc national et le volcan El Teide est le plus grand des îles Canaries. C'est un paysage unique de cratères, volcans et fleuves de lave pétrifiés qui entourent l'impressionnante silhouette du volcan Teide qui se dresse jusqu'à 3718 mètres d'altitude et c'est le troisième plus grand volcan du monde. Il surprend de par sa diversité, inquiète de par ses énormes fleuves de lave pétrifiés et impressionne par ses roches détruites par l'érosion et par les dimensions colossales de ce chaos minéral. La structure dominante est bien sûr le volcan Teide, un édifice volcanique impressionnant qui présente un aspect très différent selon l'endroit et l'époque à laquelle on l'observe, charmant toujours le spectateur avec ses multiples facettes. À ses pieds s'étend une mer de roches volcaniques, tellement récentes que l'érosion n'a pas eu le temps de les altérer. Ça ressemble à un large éventail de formes et de matières volcaniques différentes contenues dans un grand amphithéâtre défini par la paroi du volcan. La coupe de la paroi laisse transparaître des millions d'années d'une histoire géologique complexe dans laquelle le cycle glissement et formation du volcan a pu se répéter plusieurs fois. Le parc national, situé au centre de l'île de Tenerife, est le plus grand et le plus ancien des 4 parcs que l'on trouve aux Canaries, avec une superficie de 19 000 hectares. Nous traversons une autre zone impressionnante à l'aspect plutôt lunaire. Le parc du Teide fut déclaré parc national en 1954 et 1989
et reçut le diplôme européen de la conservation dans sa plus haute catégorie. En 2007, il fut classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, nous allons redescendre vers Puerto de la Cruz en empruntant le versant sud-est de l'île, qui est très différent de ce que nous avons fait ce matin. Comme chaque soir, la brume se forme au-dessus de la ville, au pied du volcan. Un bruit de fanfare parvient à nos oreilles. Allons voir ce que c'est. C'est tout simplement la fanfare de Puerto qui vient ici pour faire ses entraînements tout en faisant profiter les badauds que nous sommes. Eh bien, c'était super sympa. Un peu plus loin, en bord de mer, l'ambiance est très différente, mais tout aussi positive. Demain au programme, visite de la petite ville de la Orotava. La Orotava surplombe Puerto de la Cruz à 360 mètres d'altitude. Ceci permet de profiter de vues imprenables de la côte nord de Tenerife d'un côté et des versants du massif du Teide de l'autre. La vieille ville que nous allons visiter tout à l'heure est à elle seule déclarée monument national depuis 1976. Pour beaucoup, la Orotava est l'une des localités les plus jolies de l'île. Située au cœur de la vallée du même nom, elle est remarquable en raison de ses constructions magnifiquement conservées, ce qui valut au centre-ville d'être déclaré ensemble historique et artistique. Dans ces rues, on respire un air seigneurial qui ne l'a jamais abandonné depuis la conquête de l'île. Elle est également inscrite à l'inventaire pour la protection du patrimoine culturel européen en tant que site monumental. Fondée par les conquistadors espagnols au XVIe siècle, la Orotava est la plus ancienne ville de l'île de Tenerife. De style purement canarien, elle figure parmi les plus belles réalisations de toutes les îles des Canaries. Elle a connu plusieurs ères de prospérité, avec la culture de la canne à sucre au XVIe siècle, de la vigne au XVIIe, de la cochenille au XIXe, puis la culture de la banane, aujourd'hui, sans oublier la pomme de terre canarienne, célèbre en restauration. Orotava est une ville à ne pas manquer pour tous ceux qui recherchent l'authenticité des villes canariennes plutôt que l'animation des grandes stations balnéaires. Nous voici devant l'église baroque Saint-Augustin du XVIIe siècle. Elle a une forme dite basilicale et se distingue par son triple portail. Ce grand manoir urbain a été construit à la demande du couple Monteverde. Il bénéficie d'un emplacement privilégié sur une colline qui surplombe la partie inférieure de la Orotava et offre une vue qui va jusqu'à la mer.
Des jardins bien entretenus avec des petits dragonniers et des plantes tropicales encadrent ce magnifique manoir. Facilement reconnaissable avec sa couleur rouge, il est aujourd'hui occupé par la Société culturelle Lycée de Taoro qui organise diverses expositions à l'intérieur du bâtiment. Il y a également une cafétéria avec une terrasse, un endroit privilégié pour faire une pause et une dégustation après avoir flâné dans la ville. Ce qui nous a semblé le plus beau, c'est l'ensemble des jardins du marquisat de la Quinta Roja. Ils ont été créés pour enterrer Diego de Pinte, l'ancien marquis de la Quinta Roja. Il est mort à l'âge de 40 ans à Garachico, et lorsque sa famille a voulu l'enterrer à la Oratava, l'évêque n'a pas permis qu'il soit inhumé dans le caveau familial. Il a donc dû être enterré dans la partie non catholique du cimetière. Il faut préciser que Don Diego était franc-maçon, vénérable de la loge maçonnique de Taoro. Sa mère décide alors de construire un mausolée en marbre pour la dépouille de son fils dans les jardins de la Victoria Quinta Roja. La famille obtint ainsi la permission de déplacer le corps de Diego vers le panthéon familial. Des parterres de fleurs, des fontaines et bien sûr le mausolée jamais occupé, par refus de son épouse, font partie de ces paysages pittoresques qui sont aujourd'hui l'un des points de vue les plus attrayants de la Oratava. Par temps très clair, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on peut voir aussi le point culminant du volcan El Teide. Actuellement, les jardins appartiennent à l'hôtel de ville et sont ouverts gratuitement à tous les visiteurs. Juste à côté, le jardin botanique de la Oratava est né lorsque l'ancien couvent de San José a été démoli et qu'on a décidé d'occuper l'espace où se trouvaient les vergers du couvent. Aujourd'hui, cette zone préservée abrite différentes espèces tropicales telles que les fuchsias et l'hibiscus, toutes deux dotées de belles fleurs. Mais à part cette végétation luxuriante, la star du jardin botanique de la Oratava est le dragonnier. Cependant, il n'a pas les dimensions du célèbre dragonnier des côtes de Los Vinos. Nous sommes devant la mairie, originellement appelée place Alphonse XIII. Elle fut pavée pour recevoir le monarque en 1906. Chaque année, on y réalise les célèbres tableaux bibliques en sable volcanique en l'honneur de la fête Dieu. De sa longue histoire, la Oratava accumule les édifices religieux et sociaux de grande importance, comme l'église de la Conception que nous avons vue tout à l'heure, construite au XVIIIe siècle, mais aussi des maisons majestueuses de familles anciennes. La maison au balcon, par exemple, construite en 1632, avec un balcon et un patio intérieur fabriqués en bois. De la cour intérieure de la maison des balcons, la Casa de los Balcones, nous avons une vue panoramique jusqu'à la mer et la ville de Puerto de la Cruz blottie entre ces deux rochers. Nous poursuivons notre flânerie où nous ne savons pas trop où regarder tellement l'attrait des rues est fascinant dans ce site monumental. Pour clôturer notre journée de visite de cette belle ville de la Oratava, nous rejoignons la place et son kiosque pour redescendre en bus vers Puerto de la Cruz.
Demain, cap au nord, vers le parc de l'Anaga. Pour la circonstance, nous avons loué une voiture afin de rejoindre dans un premier temps la ville de San Cristobal de la Laguna. La vieille ville de la Laguna se trouve dans une grande vallée fertile avec en fond d'écran le volcan Teide. Ancienne capitale de Tenerife, la Laguna fut un important centre de pouvoir politique, économique et culturel des îles Canaries. La ville, de type colonial, a été déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1999 pour avoir conservé intact son plan en damier original datant du XVe siècle et qui servit de modèle aux nouvelles villes américaines. La ville a beaucoup gagné avec la piétonisation, préservant un magnifique patrimoine architectural, des maisons et des hôtels particuliers dans le centre historique. Il s'agit d'un exemple unique de ville coloniale non fortifiée qui fait qu'elle a conservé l'authenticité du tracé d'origine. Ce sont des édifices imposants, construits autour de jolis patios avec de très grandes façades aux balcons et aux portes joliment sculptées en pin canarien. L'église de la Conception est la plus ancienne de la ville et date de 1502. Elle fut construite sous forme de temple canarien. La cathédrale de La Laguna fut construite sur un ermitage de 1511. Le bâtiment actuel, néo-gothique, est reconstruit vers 1904 et en 1916 on y construit la tour de droite. La façade est de style néoclassique. On remarque au passage l'impressionnante hauteur de ce palmier qui, selon les dires, frise les 100 mètres. Nous empruntons la rue Saint-Augustin avec ses très belles maisons colorées pour nous rendre vers un lieu insolite, l'église et l'ancien couvent Saint-Augustin. L'édifice du couvent conserve de nombreux attributs de sa construction originale, malgré les modifications architecturales qui y furent ajoutées au XVIIIe siècle. L'un de ces éléments est le cloître intérieur, de style Renaissance. Elle fut la première université et l'unique centre d'enseignement des Canaries durant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un collège. De l'ancienne église, seules subsistent des ruines suite à un incendie. De la rue, on peut apprécier sa structure originale, avec ses 3 nefs. Mais bonne nouvelle, des travaux sont en cours pour la restauration de cet édifice. Nous quittons donc la Laguna en même temps que les étudiants, fort nombreux dans cette université toujours aussi bien cotée, même à l'international, et nous prenons la direction du massif de la Hagana. Ce parc rural est l'endroit qui abrite le plus grand nombre d'espèces endémiques en Europe. Cette chaîne de montagnes boisées et isolées est une réserve de biosphère à la faune et à la flore très variée. Nous faisons une halte au Mirador des Jardinas, situé en pleine forêt. De là, nous avons une superbe vue sur le village de Las Mercedes et en circulaire,
une autre vue sur l'océan, puis vue plongeante sur la laguna et en arrière-plan le volcan Teide. Il n'est pas facile de s'arrêter pour profiter de tous les panoramas, alors nous essayons cependant d'être vigilants. L'impressionnante robustesse de ces montagnes surplombant la côte avoisinante est à elle seule une image aussi attirante que singulière. D'ici, notre regard plonge dans la vallée vers l'est et qui se termine au petit port de Sant Andrés. Le paysage de la région est également remarquable en raison de ses formations géologiques, telles que ses anciennes cheminées volcaniques, ses fissures remplies de magma solidifié que nous identifions comme des murs au milieu du paysage. Ces falaises et ces ravins extrêmement escarpés sont magnifiques. Une autre image inoubliable est sans aucun doute celle de la mer de nuages. Et voici le panorama que nous avons depuis le mirador de Tanganana. Dans les régions les plus élevées de la Naga, on trouve la plus grande représentation de l'auricilve de toute l'île de Tenerife. C'est une variété endémique de laurier. Il s'agit ni plus ni moins d'un fossile vivant, d'une relique qui a survécu depuis plus de 40 millions d'années. Le bassin méditerranéen était recouvert de ce type de forêt jusqu'à ce que les glaciations en vinrent à bout. Se promener entre les troncs tordus et recouverts de mousse de cette forêt humide fait voyager dans le temps. Par ailleurs, le massif d'Anaga est l'une des régions géographiques les plus anciennes de Tenerife. Cela, ajouté aux différences d'altitude, de climat et de sol, permet une énorme variété biologique malgré sa superficie réduite. Presque tous les écosystèmes de l'île, sauf celui de la haute montagne, y sont représentés, avec la végétation côtière du dragonnier et du palmier des Canaries. Le parc abrite également de petites localités. On y dénombre jusqu'à 26 hameaux de 2000 habitants en tout. Ces derniers se consacrent à l'agriculture à petite échelle, produits traditionnels dans ces régions comme patates douces, pommes de terre, ignames, vignes et quelques arbres fruitiers. Le hameau de Taganana est le principal noyau de population dans le parc rural de la Naga. Il possède non seulement le charme du paysage qui l'entoure, mais aussi la saveur ancienne des vieux villages de Tenerife. De ce fait, c'est l'une des premières colonies fondées par les conquistadors espagnols. Les valeurs historiques sont soulignées à Taganana et s'appuient sur des biens d'intérêt culturel, l'église de Notre-Dame de la Nieves et l'ermitage de Santa Catalina. Nous longeons la côte jusqu'au petit village de Beniro. Cette côte présente une grande partie de la nature volcanique de l'île, sable noir et énormes montagnes. Paysage unique dans l'île, avec ses vues de rêve sur les rochers de la Naga qui plongent dans l'océan. Mais il paraît que c'est le soir que le spectacle est féerique. Des couchers de soleil impossible à oublier. Nous revenons sur nos pas jusqu'à Taganana afin de reprendre la montagne vers le versant est et la vallée qui plonge sur Sant Andrés. Nous faisons une dernière halte au mirador Risco Mogote avec vue sur la vallée de Taganana. La route plonge peu à peu et les points de vue sur la côte commencent à apparaître.
La végétation change, la verdure s'empare des flancs des montagnes, et les palmiers cohabitent avec les cactés et les autres figuiers de Barbarie. Après le passage du tunnel en direction de Sant Andrés, nous basculons sur l'autre versant pour plonger dans un des paysages les plus spectaculaires de l'île. Nous arrivons dans la petite ville de Sant Andrés, petit port maritime de Santa Cruz, plus connu pour sa plage toute proche. Las Teresitas est la plage la plus emblématique de Santa Cruz de Tenerife. Située au bout du village de Sant Andrés, cette plage de sable doré est remarquable car elle est peuplée d'une multitude de palmiers et est très visitée par les habitants de Santa Cruz. Le sable blanc de cette plage unique a été transporté par les vents du Sahara relativement proches. Pour notre retour, nous éviterons le cœur de Santa Cruz sur les conseils des autochtones. De cette route périphérique, nous avons une vue panoramique sur l'ensemble de la ville. L'arrivée sur Puerto de la Cruz est magnifique ce soir, avec une vue sur le volcan au-dessus de la Oratava. La tranquillité des vagues, grâce à l'installation de digues qui atténuent leur force, en fait un choix idéal pour y passer une journée en famille, se promener sur son rivage et aussi admirer les surfeurs qui s'en donnent à cœur joie. Ce soir, dîner au restaurant ou dessus des vagues. Aujourd'hui, nous flânerons dans Puerto de la Cruz. Au sortir de notre appartement, nous descendons tranquillement vers la mer par cette superbe allée piétonne à l'ombre des palmiers. Nous ne sommes qu'à 100 mètres de la mer et nous profitons de ce merveilleux panorama avec la mer au pied des falaises. Ces immeubles s'imposent là comme des sentinelles. On serait tenté de croire que la mer est fâchée, mais non. Compte tenu de la position de l'île dans le Pacifique, la mer est toujours agitée, plus ou moins, alors qu'il n'y a pas un souffle de vent. Autrement dit, la baignade en pleine mer est très compliquée, sauf bien sûr pour les surfeurs que rien n'arrête, mais aussi parce que les plages dans ce secteur sont essentiellement des plages de galets volcaniques. Afin de pallier à cet inconvénient, il fut créé un ensemble réservé à la baignade, le Lago Martinez. C'est l'artiste César Manrique, originaire de Lanzarote, qui réalisa cette œuvre singulière. C'est un ensemble monumental de piscines artificielles d'eau de mer, 4 pour adultes, 3 pour les enfants, toutes à la beauté et aux tracés originaux. On aperçoit tout au fond l'immense jet d'eau dans un des grands bassins. Tout cet ensemble est équipé de transats, mais aussi de bars pour se rafraîchir, de restaurants et de plaines de jeux pour les enfants. Ce lieu, fort agréable, est très prisé des touristes, mais aussi des Canariens.
Sur la promenade de bord de mer semble se cacher cette petite chapelle. San Telmo fut construite en 1870. Elle est dédiée à San Telmo, le saint patron des marins. Elle est très fréquentée par les touristes, d'autant que son jardin est magnifique. Il y pousse plein de plantes, dont des bananiers, qui côtoient entre autres les becs d'oiseaux. Nous sommes juste au pied de la chapelle pour voir la mer, qui aujourd'hui est super agitée et attire beaucoup de touristes curieux. Un peu plus loin, sur le port, pas de promeneurs aujourd'hui, mais beaucoup de badauds pour ce spectacle marin grandiose. Nous reprenons notre promenade, ponctuée par une musique toute proche. Après s'être attardés sur cette jolie façade, nous partons vers le quartier des pêcheurs, la Ranilla. Et c'est sans doute l'un des quartiers les plus charmants de la ville. Le nom vient de la première personne qui s'est installée dans la région, un soldat appelé Ruiz Ranilla, et c'est l'un des quartiers les plus anciens, datant de l'époque où l'économie dépendait de la pêche. C'est donc principalement un endroit où vivaient les pêcheurs. Il a été rénové et amélioré sans perdre son sens de l'histoire et de la personnalité. Son caractère est plutôt avant-gardiste avec ses bâtiments colorés. La Ranilla a embelli ses rues avec finesse et recherche d'un art, le street art. La majorité des peintures ont été réalisées en 2014 pour le lancement du musée en plein air, et elles se présentent sous de nombreuses formes, tailles et styles. 13 artistes de renom international ont recouvert de grands murs avec leurs œuvres. Toutes les habitations de cette zone sont extrêmement colorées et gaies, et les habitants de Puerto de la Cruz se sentent heureux de cette initiative qui a sans aucun doute apporté une valeur supplémentaire au quartier de la Ranilla. L'art, l'artisanat et l'histoire des pêcheurs et des origines de Puerto de la Cruz sont un résumé de ce que nous trouvons dans le petit quartier de la Ranilla et que nous ne cessons d'apprécier de nos propres yeux. Si vous décidez un jour de passer quelque temps dans cette ville merveilleuse, pleine d'expériences à vivre, n'oubliez pas de vous plonger dans cet inoubliable quartier hors du temps, qui devrait être un arrêt obligatoire pour tous ceux qui souhaitent profiter de la ville en se promenant dans les rues emblématiques de la Ranilla. Dans quelques jours, nous irons vers l'ouest de la ville visiter l'ensemble des Playas Jardín. Nous profitons d'un jour de calme pour retourner vers la ville de Garachico que nous avions traversée en allant au volcan. Nous reviendrons vers le fort un peu plus tard, après la visite de la ville. Garachico, un des plus beaux villages d'Espagne. Ce charmant petit village de pêcheurs offre un véritable décor de carte postale avec ses ruelles pavées, ses maisons blanchies à la chaux et ses églises.
Malgré le calme apparent, le village dissimule un passé mouvementé. Garachico rompt avec les clichés. Qui a dit qu'il est impossible de renaître de ses cendres? L'éruption d'un volcan secondaire du TID, le Travero, qui le dévasta presque entièrement en 1706, ne fut qu'un prétexte pour le reconstruire encore plus beau et plus charmant qu'avant. La ville et le port furent fondés après la conquête de Tenerife vers 1500 par le banquier génois Cristobal del Ponte. Encore un tout petit peu d'histoire en visitant la ville. Garachico fut longtemps le principal port de Tenerife pour la pêche et le commerce, jusqu'à ce qu'il soit frappé par une série d'inondations, de feux de forêt, de tempêtes et d'épidémies. Après avoir surmonté toutes ces calamités, c'est l'éruption volcanique de 1706 qui dura 58 jours, qui a enseveli le port, anéantissant l'activité économique et entériné l'âge d'or de Garachico au profit de Puerto de la Cruz. L'éruption a détruit le port et la moitié du village, le laissant dans l'incapacité de poursuivre ses activités portuaires. Le village est connu pour ses piscines naturelles creusées dans la roche volcanique, formées lorsque la coulée de lave a atteint l'océan. Elles sont une attraction très prisée des touristes. La plage et les piscines, connues sous le nom d'El Caleton, sont bordées de sentiers où l'on peut se bronzer et admirer la vue sur l'océan. Aujourd'hui, l'accès aux piscines est interdit, la mer étant trop agitée. À côté des piscines volcaniques se trouve le Castillo San Miguel. C'est l'un des seuls bâtiments ayant résisté à l'éruption de 1706 et cette modeste forteresse a été construite au XVIe siècle pour protéger la cité des nombreux pirates. À 300 mètres au large, impossible de rater le roc de Garachico. Cette petite île volcanique n'est habitée que par quelques espèces d'animaux protégés. Revenons vers le centre-ville tout proche. Nous entrons dans l'église Santa Ana, qui a été reconstruite après son engloutissement en 1906. Ana de Vergara, épouse de Cristobal de Ponte, inspira le vocable principal de ce temple. L'église Notre-Dame-des-Anges possède une façade austère, mais élégante pourtant, en forme de croix latine. Elle a une riche décoration artisanale et le rétable se distingue par une statue trouvée par un batelier sur la côte en 1525. L'église côtoie la Maison de la Culture et le Musée des Sciences, qui se trouvent dans les locaux de ce qui était autrefois le couvent de San Francisco, un des rares bâtiments qui a survécu à l'éruption de 1706. Le monastère a été fondé lui aussi par Cristobal de Ponte et Ana de Vergara en 1524. Le bâtiment du cloître est structuré autour d'un plancher de pierre entouré de galeries et de couloirs en bois. C'est la foire de l'artisanat à Garachico et aujourd'hui jour de clôture. Petite promenade dans les stands avant de se diriger sur le parvis de la mairie où se prépare l'orchestre et la chorale locale. Quelques notes de répétition pour se mettre dans le bain avant le concert officiel.
Tírame la llave de tu corazón, tírame mi vida, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. Après ces jeunes applaudissements, nous avançons vers le parc de la Porte de Tierra, place Juan González. Sa structure en pierre volcanique est restée intacte. Elle fut creusée dans la lave. Cette porte permettait de mieux contrôler les va-et-vient des passagers et des marchandises qui transitaient de la montagne vers le port. Du Mirador del Emigrante, dernier regard sur Garachico. À notre retour à Puerto de la Cruz, nous sommes gratifiés d'un superbe coucher de soleil. Ce matin, nous quittons notre appartement et passons au marché rien que pour le plaisir des yeux. Un joli patchwork de fruits et légumes bien appétissants, sans oublier les pommes de terre canariennes. Maintenant, nous nous dirigeons vers les plages de l'ouest de la ville, en passant par le célèbre parc de Jardín Cactus. Nous voulions descendre sur la plage de sable noir aux multiples rochers. Mais aujourd'hui encore, la mer est très agitée, alors nous remontons donc vers le parc Jardín Cactus. Ce jardin est intéressant pour les passionnés de botanique. Sa structure en forme d'amphithéâtre, de pierre volcanique et son emblème, un cactus surdimensionné, ont été imaginés par César Manrique. Près de 1420 espèces de cactus d'Afrique, d'Amérique et de tout l'archipel canarien y sont plantées, ainsi que d'autres espèces comme le figuier de Barbarie. Autrefois, la récolte des figues était l'une des plus importantes de l'île, car elle permettait d'attirer les scarabées cochenilles, dont la couleur carmin, une fois séchée, était utilisée pour teindre les tissus. La végétation est luxuriante et les bougainvilliers rivalisent avec les cactus, les bananiers et une multitude de plantes endémiques. Toujours par la corniche, nous continuons notre promenade pour nous rendre au village que nous apercevons tout au fond, sur la pointe de Punta Brava. Nous passons devant la troisième des Playa de Jardín, au sable noir, avec aujourd'hui drapeau rouge car la mer est beaucoup trop houleuse. Vue aérienne de Punta Brava, le bout du monde. Au cœur de la cité, nous déambulons dans les rues très étroites, aux maisons colorées, et nous découvrons là aussi du street art. Et au fond d'une rue, une minuscule chapelle dominant un gouffre très agité. En contournant la pointe rocheuse, nous avons une magnifique vue sur la suite du village et sa plage aujourd'hui inaccessible.
Nous revenons sur la place du village devant l'église contemporaine avec une belle architecture intérieure. Sur cet espace détente, nous repérons un petit restaurant et nous nous y installons. Excellent, nous ne pouvons que le recommander. Au retour, nous faisons une halte au cimetière. Une curiosité sous les palmiers. La plage que nous avons quittée est dominée par le Castillo San Felipe. C'est le fort le plus important des 4 forts qui furent édifiés par les Espagnols pour protéger Puerto de la Cruz des attaques régulières des pirates. Il disposait de 3 canons. Aujourd'hui, le fort abrite un centre culturel. Nous retournons à l'appart-hôtel et nous sommes gratifiés d'un ciel coloré sur les hauteurs de la Oratava. Nous faisons ce soir notre dernier petit tour nocturne en ambiance vacances, quoi de mieux? Et voilà, notre séjour se termine. Au revoir les Canaries.